Bonjour et bienvenue au Gîte de l'Ânerie, au cœur du Marais Vernier. Nous sommes la classe de première TUS et de BDS du lycée Cornu. Nous sommes ici dans le projet d'une web TV sur le développement durable. L'endroit est magnifique. Nous avons ici comme projet de construire des nichoirs à oiseaux, de rénover des bâtiments et de faire nos propres repas. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ici au gîte de l'Ânerie au Marais Vernier. Bonjour Arthur. Bonjour Tom. Bonjour tout le monde. Nous vous proposons une émission sur le développement durable. Donc nous accueillons tout de suite nos deux invités. Céline, propriétaire du gîte de l'Ânerie, et Madame Blanco, notre prof de français. Bonjour Céline. Merci de nous accueillir dans le gîte. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, comme tu l'as dit, Arthur, déjà bonjour. Donc, je me prénomme Céline. Je m'occupe donc de l'activité du gîte, qui a ouvert maintenant depuis 5 ans. Ce qui pourrait me résumer en tant que Céline. En fait, je suis plutôt quelqu'un de passionné. Donc, ce qui m'a amené aujourd'hui est donc à maintenir cette activité d'hébergement touristique. En quoi consiste cet endroit ? Alors cet endroit, c'est un moyen en fait de faire profiter de l'endroit où je vis, en fait, qui est plutôt un endroit serein, en communion totale avec la nature. D'autant plus qu'il y a une petite pépite, le gîte de l'Ânerie, il ne s'appelle pas de l'Ânerie pour rien, puisque nous avons des ânes qui viennent en complément justement de ce côté très proche des animaux et de la verdure dans sa plus grande splendeur. Le gîte est implanté en fait dans une réserve naturelle qui est classée depuis maintenant quelques années en site Ramsar, qui permet de préserver des zones humides. En fait, c'est un label international, ce qui fait que c'est un endroit où un peu le temps s'est arrêté. D'accord. Et comment avez-vous l'idée de construire ce gîte ? Alors l'idée de construire ce gîte a émergé au fur et à mesure, ça fait 20 ans qu'on a acheté cette propriété sur laquelle il y avait des bâtiments anciens de tradition normande, avec en mode constructif colombage, qui n'était pas en très bon état. Notre maison a toujours été un peu une auberge espagnole, toujours ouverte à plein de monde. Et amoureux des vieilles pierres et des vieux bâtiments, elle nous a pris l'idée en fait de rénover ce bâtiment pour pouvoir accueillir davantage de gens qui soient des gens qu'on ne connaît pas obligatoirement, qui ne sont pas obligatoirement font partie de notre cercle d'amis. Et il a ouvert donc ses portes en 2017 maintenant. Ok. Dans votre gîte, qu'est-ce que vous avez fait pour le développement durable ? Eh bien, il a été le développement durable, ça fait partie intrinsèquement de notre vie, depuis toujours. En fait, j'imagine, pour moi, certes, on a mis des mots sur cette nouvelle philosophie de vie et une prise de conscience, mais moi, j'ai grandi, j'estime, avec cette notion. Ce qui fait que le gîte a été construit qu'avec des matériaux naturels et biosourcés. Donc vraiment en respectant le mode constructif de nos anciens. En fait, on n'a absolument pas intégré des produits de la nouvelle industrie du bâtiment en fait, sur cette rénovation. Donc déjà, ça commence par le projet, dès le départ, quand j'ai travaillé sur une feuille blanche pour me dire comment je procède. La plupart des matériaux qui aujourd'hui, on peut voir les matériaux de finition, sont les matériaux qui étaient voués à être jetés à la déchetterie. Donc on leur a donné une opportunité de vivre une seconde vie. Parce que j'aime les produits qui ont déjà une âme, qui ont déjà vécu, qui ont toute une histoire. Parce que j'accueille mes hôtes. Je les sensibilise à toute cette notion de non-gaspi, de réemploi. Et d'être plutôt sobre au quotidien en fait. C'est un petit peu tous les jours cette notion de développement durable. Ok. Merci Céline, c'était très très intéressant et on peut que vous souhaiter du meilleur pour la suite. C'est assez prometteur. Merci Tom, merci Arthur. Bonjour Madame Blanco. Bonjour Tom. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Je t'écoute. Par commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Alors donc moi je suis Sophie Blanco, je suis professeure de lettres histoire au lycée Paul Cornu depuis 13 ans.
Et je participe à l'expérimentation qu'on appelle la classe entremêlée. Donc c'est une autre manière de travailler avec vous, les élèves d'usinage. Et puis je suis avec mes 4 autres collègues, voilà, dans cette expérimentation, et on travaille un petit peu différemment. D'accord, très bien. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette web TV? Oui, alors le projet Web Télé, il a commencé il y a 4 ans quand on a répondu à l'appel à projet de la région Normandie. Donc ça s'appelle Reporter Normandie Jeune. On a complété un dossier et on a été retenu pour rentrer donc, dans ce projet-là pendant 3 ans et faire pendant 3 ans des web télé avec vous. Donc là, on va faire notre 4e, on est en train de tourner du coup notre 4e web télé avec la section usinage. Je continue juste là-dessus, c'est important pour nous parce que ça nous permet de travailler des compétences qui sont très très importantes pour vous, pour les citoyens à venir, à savoir l'écrit et l'oral. Alors je sais que c'est pas toujours ce que vous préférez, mais en tout cas on le travaille différemment et ça marche puisque vous êtes là en train de présenter une émission. Et pourquoi cette année elle n'est pas au lycée? Ah alors ouais, on s'est dit qu'on allait essayer d'être cohérent parce qu'on avait choisi de travailler sur le développement durable comme thématique avec donc vous, les premières Bac Pro et puis les premières années de BTS. Et en fait, pour être complètement cohérent avec nos programmes, parce que le développement durable il est dans tous nos programmes, on s'est dit qu'on allait essayer de trouver un endroit dans la nature pour pouvoir parler de cette problématique qui est une problématique dont on entend beaucoup parler dans les médias. Et nous, on voulait vous sensibiliser et vous mettre un peu en immersion aussi dans cette nature pour que vous puissiez vivre cette petit endroit, cette bulle-là. Donc merci Céline de nous accueillir. Et puis voilà, on a aussi profité de tout ça pour travailler le vivre ensemble. Et je crois que là, depuis hier, on vit pas mal de choses ensemble et c'est plutôt réussi. Eh ben, très bien, merci d'être venu. Merci. Tout de suite, on continue avec Léo et David qui vont nous apprendre un peu plus sur le développement durable. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le cycle du développement durable. Alors cela commence en 1909 avec l'émergence du concept de géonomie en Europe centrale. La géonomie est la science des rapports entre humains et leur environnement naturel. Et savez-vous qu'en 1909 sera effectuée la première traversée de la Manche entre Calais et Douvres par Louis Blériot et que Ettore Bugatti mettra fin à son contrat avec Dutch AZ, un constructeur de moteurs allemand. Merci David pour cette première intervention et on reparlera qu'en 1949 du développement durable. C'est le président Harry S. Truman qui affirme que tous les pays, y compris les États-Unis, bénéficieront d'une meilleure utilisation des ressources mondiales, humaines et naturelles. Et savez-vous qu'en 1949, le docteur Müller et le docteur Lépine trouveront le virus de la grippe et que sera diffusé le premier journal télévisé en France? Merci David pour cette deuxième intervention. Le 15 février 1972, la Convention pour la prévention de la pollution marine a été signée à Oslo. Le PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement, a été créé également en 1972. Et savez-vous qu'en 1972 sont également sortis la Renault 5 Turbo et la Peugeot 104, deux voitures françaises, et que l'Airbus A300 effectuera son premier vol? Merci David pour cette troisième intervention. En 1980, l'Union internationale pour la conservation de la nature publie un rapport intitulé « La stratégie mondiale pour la consommation » où apparaît pour la première fois la notion de développement durable. Et savez-vous qu'en 1980, nous assisterons au début de la guerre en Irak et que sortira la célèbre Ferrari 512 Testarossa? Merci David pour la quatrième intervention et c'est en 1992 qu'a eu lieu la consécration du terme développement durable. Le développement durable a eu un autre nom, les 3 piliers. Et savez-vous qu'en 1992, 2 énormes sous-marins entrèrent en collision, dont l'un russe et l'autre américain? Merci David pour cette cinquième intervention. Et c'est en 2005 qu'il y a eu l'arrivée du protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Lors de la conférence générale de l'UNESCO réaffirme diversité culturelle comme un ressort fondamental du développement durable des communautés. Et savez-vous qu'en 2005, nous assisterons également à la sortie de la Renault Clio 3 et qu'on assistera aussi au décès du pape Jean-Paul II. Merci David pour cette sixième intervention. Et pour finir, en 2022, l'Europe connaît un épisode de sécheresse et Joe Biden prévoit 370 milliards de dollars
pour aider les entreprises américaines à lutter contre le réchauffement climatique. Le plan de Joe Biden a été critiqué par Emmanuel Macron. Et savez-vous qu'en 2022, nous assisterons à l'invasion russe sur le territoire ukrainien et que nous perdrons 2 légendes, Pelé, un joueur de foot, et Ken Block, un grand pilote de drift. Et oui, le développement durable, c'est un concept très compliqué, ça ne parle pas à tout le monde. À ce propos, Ryan, t'es allé enquêter sur le terrain? Alors oui, bonjour les gars, bonjour tout le monde. Je m'appelle Ryan Koudou, j'ai 17 ans, j'étudie au lycée Paul Cornu. Et donc dans le cadre de ce reportage, de cette émission plutôt, j'ai interrogé des gens dans la commune de Lisieux. Et donc on va commencer par un lycéen que j'ai croisé place Mitterrand. Je l'ai interrogé par rapport au développement durable, donc ce qu'il en pensait et ce qu'il faisait en conséquence. Est-ce que tu sais ce que c'est le développement durable? Ça me dit quelque chose, mais vraiment, j'ai plus aucune idée. En gros, c'est à propos de l'écologie. C'est genre faire des actions au quotidien qui pourraient aider son prochain. Et est-ce que tu es pour ça? Bah oui, pourquoi pas. Si ça peut aider le monde, oui. Donc là, on commence, il me dit clairement qu'il est pour. Je m'y attendais à peu près, à vrai dire. Hein. C'est rare qu'on me réponde qu'on est contre. Et donc j'ai continué, et la première question, ça s'est bien passé, mais la deuxième, ça a commencé à un peu s'enfoncer. Tant mieux, mais du coup, je suppose que chez toi, il doit faire froid, vu que tu n'utilises pas trop de gaz ou quoi que ce soit. Nous, on est chauffé au gaz, mais franchement, on chauffe pas beaucoup la maison en soi. On met plus des pulls, et je suis pas souvent chez moi, en fait, donc voilà. Et il y a un conseil qui dit qu'il faudrait acheter 1 kilo de vêtements par an. Ouais, non. Ça n'est pas trop respecté, du coup, je suppose. Donc là, il nous dit clairement qu'il ne respecte pas le fait d'avoir 1 kilo de vêtements par an, c'est-à-dire que, en fait, pour être un minimum écolo, il ne faut pas prendre plus d'1 kilo de vêtements, c'est-à-dire qu'il faudrait juste avoir genre un pull et un pantalon. C'est vrai que c'est pas grand-chose, mais bon, c'est le minimum. Et donc juste ensuite, pour continuer de creuser un peu, eh bien, je lui ai demandé s'il consommait du surgelé, et on va voir sa réponse maintenant. Et est-ce que tu consommes du surgelé? Oui. Niveau plastique, c'est pas ouf non plus. Oui. Et donc là, vous voyez sa réponse. Clairement, ses actions prouvent le contraire de sa réponse au départ. Donc je leur demande la première question. Donc, est-ce qu'il est pour ou contre le développement durable? Et on va voir sa réponse maintenant. Tu te considères vraiment comme pour le développement durable? Bah, je veux bien être... Je peux pas expliquer. Enfin, je voudrais bien être pour, mais c'est pas moi qui achète la nourriture, c'est mes parents, bah, je peux pas trop choisir. Voilà, un bel exemple de contradiction. Hein. Il commence par dire qu'il est pour, mais au final, ses actions prouvent le contraire. Et donc, on va continuer avec 2 autres personnes que j'ai croisées cette fois-ci devant la médiathèque de Lisieux. Et donc, le premier, je lui ai posé la même question que la personne précédente, c'est-à-dire est-ce qu'il est pour ou contre le développement durable? Bonjour, êtes-vous pour ou contre le développement durable? Bonjour. Oui, je suis pour le développement durable, c'est l'écologie, tout ça. Oui, je suis pour. Alors, à vrai dire, il a eu la réponse que j'attendais, toujours. Et puis, vu la façon dont il m'a répondu, je me suis dit, ah, pépite. Et donc, j'ai continué toujours avec mes questions. Hein. Cette fois-ci, la première, j'ai directement compris que j'étais tombé sur quelqu'un de spécial. Donc, on va vous le mettre maintenant. Chez vous, je suppose que vous éteignez la lumière quand vous n'avez pas besoin d'une certaine pièce ou... Bah, quand j'en ai pas besoin, j'éteins évidemment, mais je laisse quand même souvent allumer les lumières parce que, surtout là dans la période hivernale où il fait nuit assez tôt, donc je laisse pas mal les lumières allumées. Le chauffage aussi? Le chauffage également, du coup. Et vous chauffez à quoi? Je me chauffe à l'électrique avec les chauffages et voilà. D'accord. Et vous vous déplacez comment? En voiture, à vélo? Je me déplace quotidiennement en voiture, oui. J'utilise la voiture parce que je suis assez loin de mon travail. Donc ouais, j'utilise la voiture. Imaginons que vous avez une petite distance, genre environ 2 km. Est-ce que vous allez quand même faire l'effort de vous déplacer à pied? Non, j'utilise tout le temps la voiture. Donc la voiture. D'accord. Et vous vous considérez quand même comme pour le développement durable? Bah, du coup, oui, mais après, est-ce que je fais le nécessaire pour? Je pense pas. Donc, pour résumer, il utilise beaucoup son chauffage et sa lumière. En plus de ça, il prend sa voiture même pour les petites distances. La planète lui dit merci. Et donc, pour continuer, donc, j'ai interrogé son ami, donc Clément, toujours en continuant avec la même question. Est-ce qu'il était pour ou contre le développement durable? Clément, toi, tu te considères pour ou contre le développement durable? Pour. Ouais. Pour. D'accord. Alors là, du coup, j'ai perçu une petite, même légère hésitation sur le oui. D'accord. Et donc, tu consommes du surgelé? Oui, un petit peu.
Et là, dès la première question, je vois qu'il commence à s'enfoncer tout seul. Alors bon, je me suis dit qu'on allait continuer comme ça en lui posant d'autres questions. Un petit peu. Et le fait de faire 5 voyages de toute une vie, d'après Jean Covici. Je suis totalement contre. Totalement contre? Ouais. D'accord, très bien. Et pour le chauffage, tu laisses les chauffages allumés ou tu les éteins? Ouais, je les laisse tout le temps allumés. Et tu te chauffes à quoi? Je me chauffe principalement à l'électrique. À l'électrique. Et imaginons que tu sors dehors ou quoi que ce soit et que du coup t'as froid, tu portes des vêtements sur toi. Oui. Il y a un conseil qui dit qu'il faudrait faudrait acheter 1 kg de vêtements par an. Ah non, j'en suis très loin. Ouais. Oui. On est plus à 5, 6, 7. Ouais, je pense. Et donc tu te considères vraiment aussi comme pour le développement durable? Oui, je suis pour, mais je pense pas que je fais le nécessaire pour moins l'impacter. Donc là, comme vous avez pu l'entendre, ça s'est clairement enchaîné sur toutes les questions que j'ai pu poser, les voyages ou alors les vêtements. Tout est complètement à l'opposé de ce qu'il dit, donc il se considère comme pour, mais il ne fait pas les efforts pour. C'est bien de dire qu'on est pour, mais si on n'agit pas en conséquence, ça ne sert à rien. Donc parlez pas, juste agissez. Bonjour, je suis Olivier David, donc je suis agent territorial au lycée Paul Cornu. Et je m'occupe notamment des espaces verts et leur recyclage. J'ai fait une formation horticole pour pouvoir travailler dans les espaces verts. Suite à ça, je suis rentré dans l'éducation nationale à l'époque, et puis au lycée Paul Cornu et à la région maintenant. Et au lycée Paul Cornu, toujours. Entretien des cours, des espaces verts, la taille des arbres, on met des fleurs. Je peux éventuellement faire de la maintenance à l'intérieur s'il y a besoin. Je me suis aussi occupé à l'installation et le fonctionnement du tri sélectif, du recyclage dans l'ensemble du lycée. Ce qui est bien, c'est que ça évolue tout le temps. On est parti, il n'y avait pas grand-chose, et puis ça monte de plus en plus. En fin de compte, c'était en plus, et maintenant j'ai l'impression que ça fait partie de ma fonction en fait. Et puis, même personnellement, je trouve que c'est important. Ouais. Au moins j'ai fait ça, quoi. Même si je peux pas sauver autre chose, j'aurais fait ça. Il y a des choses qui sont mises en place déjà, c'est bien. Donc, le tri sélectif pour tout ce qui est matière plastique, le tri pour le papier. Au niveau de l'électricité, on récupère maintenant le cuivre, un peu d'aluminium au niveau des machines à imprimerie aussi, et puis au niveau des espaces verts, tout ce qui est taillé, tonte, les feuilles, tout est recyclé sur un terreau, quoi, en fait. J'ai eu de l'aide par rapport à la ville, le CIDMA, tout ça, qui m'ont fourni les bacs et tout ce qu'il faut, quoi. Le plus dur, c'est de trouver l'affichage pour que les gens soient intéressés déjà à le lire et puis à vouloir participer à ça. Faut trouver la phrase qui va rentrer dans eux, parce que sinon ils passent à côté sans rien voir en fait. Quand on connaît, on respecte, je pense. Après la pluche, déjà tous les légumes qui sont pas encore cuits, je les récupère, on met ça sur le composteur en fait. Avec les feuilles, la tonte, les branches. C'est surtout aux cuisines qu'ils ont mis en place des petites assiettes et des grandes assiettes. Comme ça, si on n'a pas faim, on prend la petite, et si on prend la grande. Et puis il y a aussi des campagnes d'observation, quoi, pour voir ce que les élèves préfèrent, ce qu'ils jettent moins, enfin, ça fonctionne. Pouvoir économiser au maximum la matière première en pouvant réutiliser celle qu'on jetait avant ou qu'on incinérait. Donc je pense que ça économise la matière première de base, plus toutes les matières qu'il faut pour fabriquer ces produits-là, comme le pétrole pour fabriquer le plastique, enfin ainsi de suite, quoi. Je pense qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre en fait. Bien étudier ses besoins pour limiter l'achat justement, je pense. Que ça change. Un peu plus vite. Que les moyens évoluent pour qu'on puisse retraiter encore plus de déchets, et puis que les consciences changent pour limiter justement les besoins. Je pense que si tout le monde avait connaissance d'où ça vient, ce que ça engendre et ce qu'on peut faire, ça avancerait beaucoup plus vite. Plus on est nombreux, plus on va trouver des solutions. Et je suis confiant.
Bonjour, merci à Tom et Arthur pour la relève. On prend la suite pour cette émission. Aujourd'hui, nous accueillons Yves, un permaculteur résident du Marais-Vernier. Bonjour Yves. Bonjour. Alors Yves, vous êtes un permaculteur. En quoi ça consiste la permaculture? Oh, ça peut encadrer énormément de métiers, si tu veux. C'est surtout un état d'esprit et une façon de procéder dans un écosystème. Je travaille sur... moi, je suis paysan plus, mais ça peut s'appliquer à plein de domaines. Ça peut prendre du temps. Tu sais, il y a des cours complets pour pouvoir apprendre ce qu'est la permaculture. Il y a aussi des très bons livres pour ça. Comment te dire? C'est faire en sorte d'aménager des écosystèmes pour prendre soin des humains, mais aussi de la planète. Voilà. Si tu voulais quelque chose de court. Très bien. Et du coup, vous avez parlé de cours. Vous enseignez. Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé du coup à partir dans cette branche-là? Moi, j'apprends, je suis autodidacte, j'apprends par moi-même. J'aime bricoler, j'aime jardiner, j'aime cuisiner, j'aime voilà, faire toutes les choses qui correspondent aux besoins dont on a dans la vie. Et donc en faisant ça, bah, j'ai appris à apprendre, j'ai appris de mes erreurs. Et je me suis souvent rendu compte que quand j'étais dans une forme de lutte ou que j'étais dans une galère, c'est que je m'y prenais mal et que bah, je faisais pas dans le sens du vent. Et donc bah, j'ai revu un petit peu ma copie sur la navigation. Et bah, j'essaye de faire avec la nature maintenant. J'essaye de voir qu'est-ce qui va me donner des avantages à aller travailler avec. Je sais pas, selon où je suis ou quand je suis, c'est comment je vais trouver un avantage dans la situation, plutôt que de forcer les choses. Tu vois, comment te donner un exemple, plutôt que de tuer les escargots qui mangent les salades, bah maintenant je mange les escargots. Voilà, par exemple. Ok. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour des jeunes du secteur industriel? Bah, d'ouvrir son champ de vision, quoi, de regarder plus loin que ce qu'on nous propose, de sortir de ce qu'on appelle le conditionnement culturel. C'est-à-dire qu'il y a toute une démarche qui nous est proposée en face à nos écrans, ou voilà, entre amis, ou discuter de plein de choses. Essayer d'aller dans des sentiers un petit peu éloignés comme ça, d'aller retrouver un peu la nature, d'aller explorer ailleurs que ce qu'on nous dit, quoi. Et là, vous allez certainement trouver autre chose à vous mettre sous la dent, quoi. Venez me voir aussi, éventuellement, si vous voulez. Bon, après, ça s'organise selon, avec des temps, des événements. Allez voir dans des lieux, des écolieux, des lieux alternatifs. Des gens qui ne sont pas dans une lutte à aller contre. Des gens qui sont à vouloir faire autrement. Mais bah, bien souvent, qui veulent retrouver une forme de liberté. Moi, j'étais aussi dans un lycée industriel, enfin lycée technique, et j'étais pas du tout à ma place à cet endroit-là. Pourtant, j'ai appris plein de choses, c'était intéressant. Il y avait des profs aussi avec qui ça passait super bien, et ça me donnait de la motivation. Avec d'autres, ça passait moins bien. En tout cas, c'était pas là où je devais être. Et le jour où j'ai ouvert une ruche et découvert les abeilles et découvert ce monde de nature, là, l'agriculture, si tu veux, la paysannerie plus, eh bien, ça m'a fait un déclic et puis ça m'a donné envie d'aller explorer, quoi. Et je soupçonnais pas ce monde-là, en fin de compte, je le connaissais pas. Je suis né en ville, on m'a dit que tu allais travailler dans le bâtiment ou l'industrie, et c'était pas du tout une porte qui m'était ouverte. Et j'y suis allé en tant que néo-rural, parce que je connaissais pas la campagne plus que ça. Bien sûr, je connaissais la nature un peu, mais bah là, ça m'a ouvert vraiment tout plein de perspectives. De là, j'en ai appris à accueillir les plantes, à me nourrir dans la nature, à fabriquer ma maison, à monter mon entreprise. Alors que, bah, au début de mon cursus, j'étais voué à aller faire un métier subalterne parce que j'étais pas bon à l'école. Et puis maintenant, je suis patron de mon entreprise, quoi. Voilà. Donc, c'est possible. Il faut prendre d'autres chemins, quoi. C'est ça un petit peu ce que je pourrais conseiller, quoi. Très bien, bah merci Yves. Merci pour vos connaissances et tout ce que vous avez pu nous apporter. Yves a eu la générosité hier soir de nous inviter à une soirée pizza qu'il avait lui-même confectionnée avec son propre four à pain. Monsieur Dezhomme, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous avez pu penser de cette soirée pizza? Ben, super accueil de Yves, merci. On n'a pas fait que ça, on a fait quelques objets en bois, dont des cuillères, à ceux qui s'y sont essayés en tout cas. Super lieu, super accueil, et puis la pizza, c'est bon. Donc pour cela, après nous enchaînerons sur un reportage sur le jardin d'insertion à Lisieux. Je suis actuellement en direct de Lisieux, au jardin d'insertion qui se situe derrière le lycée Paul Cornu. Nous allons actuellement interviewer Victor. Bonjour Victor. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter?
Alors, donc, je m'appelle Victor, je suis en charge du chantier d'insertion de vie actif à Lisieux. Donc c'est un endroit en fait où on vient accompagner des personnes qui sont un petit peu éloignées de l'emploi ou qui ont eu quelques petits freins dans leur parcours professionnel, à qui on vient redonner des bonnes habitudes ou essayer de remettre un petit peu sur les rails pour choisir ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils ont envie de faire comme métier. Voilà. Et donc on a un support d'activité qui est le maraîchage, sur lequel en fait les personnes viennent reprendre des bonnes habitudes, être à l'heure, et voilà, ces petites choses-là. Donc nous allons vous poser quelques questions. Avec plaisir. Quelles plantes faites-vous pousser? Donc à l'année, on essaie de travailler sur une quarantaine de variétés de légumes. Donc après, on travaille que sur du légume de saison. Mais voilà, sur l'hiver, on va avoir principalement tout ce qui va être pommes de terre, carottes, betteraves. Sur l'été, on va avoir tout ce qui va être courgettes, tomates, poivrons, aubergines. Voilà. On travaille beaucoup avec la météo, on travaille avec le temps, en fonction de ce qui pousse. Utilisez-vous des engrais chimiques ou des pesticides? Absolument pas. Donc là, on est labellisé bio. On aurait quelques possibilités, mais c'est vrai qu'on essaie de travailler uniquement avec des produits naturels, donc du fumier qu'on récupère sur un haras, quelques feuilles mortes, un petit peu de tonte de pelouse, mais rien de chimique. Que pensez-vous de la culture intensive et de la culture hors sol? Alors c'est un modèle économique qui a été mis en place et qui a sûrement fait son temps. Après, il y a de plus en plus de personnes qui essayent de revenir à une consommation locale, qui aiment bien savoir où pousse ce qu'ils consomment, comment, pourquoi, avec quoi. Et du coup, c'est quelque chose dont on essaye de s'éloigner un petit peu pour proposer des légumes un petit peu plus qualitatifs et avoir aussi une relation humaine avec les clients qui viennent consommer chez nous. Comment faites-vous pour transporter vos plantes? Il y a beaucoup de clients de passage qui viennent directement se servir, donc on essaie de limiter l'utilisation de sacs en papier ou autre. On a des petites cagettes en bois et puis chacun repart avec son colis. Après, sur des plus grosses commandes, on livre avec un véhicule, mais sur des distances assez courtes, on reste sur une consommation plutôt locale. Quel profil de personnes travaille dans votre jardin? C'est un petit peu tous les profils. On n'a pas un profil type. Voilà, c'est des gens qui à un moment ont eu un parcours un petit peu plus compliqué et se sont un petit peu éloignés de l'emploi à proprement parler et qu'on vient accompagner, qu'on vient aider. On a un petit peu tous les âges, on a un petit peu tous les profils, mais voilà, on a des personnes qui ont été femmes au foyer pendant assez longtemps, on a des personnes qui viennent d'arriver en France qui sont sur une situation un petit peu compliquée, mais voilà, on n'a pas de profil type à proprement parler, on essaye d'aider un maximum de personnes et d'accompagner un maximum de personnes. Donc on va passer à la dernière question. Quelle est la durée d'insertion des travailleurs? Alors là, les gens viennent sur un premier contrat qui dure 4 mois. L'idée, c'est qu'ils peuvent rester maximum 2 ans chez nous. Mais voilà, c'est un maximum. On essaie de les accompagner entre guillemets le plus rapidement possible, d'ôter les freins qu'ils peuvent avoir le plus rapidement possible. Et s'il reste que 4 mois, il reste que 4 mois tant qu'ils partent avec quelque chose. Nous vous remercions d'avoir répondu aux questions. Avec plaisir. C'était Lucas et Ulrich. À vous, les studios. Merci à Ulrich et Lucas pour ce reportage. Tout de suite, nous allons accueillir Lenny, un élève de BTS CPRP au lycée Paul Cornu. Il va nous présenter le système de développement durable au sein d'une entreprise susnommée ADR à Lisieux. Bonjour Ethan, comme tu l'as dit, je suis en première BTS en alternance à ADR. Je vais vous présenter le recyclage et le développement durable dans mon entreprise. Alors Lenny, le principe de l'usinage c'est de l'enlèvement de matière, du coup il y a beaucoup de copeaux. Qu'est-ce qu'on en fait de tous ces copeaux à la suite? Oui, effectivement, il y a beaucoup de copeaux dans l'usinage. Nous, on les stocke dans des grandes bennes Pasno que Pasno vient chercher, qui trie et après il les recycle pour refaire d'autres matières, genre des vélos ou des carrosseries de voitures. Très bien. Et les machines que vous utilisez doivent forcément produire des gaz ou des choses du genre. Et du coup, le recyclage de l'air, la pollution et tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça? Oui, effectivement, nous avons des filtres sur chaque machine et nous avons des fenêtres sur le toit pour renouveler l'air dans l'atelier. Ok. Et du coup, en même temps, dans l'usinage, vous utilisez des lubrifiants pour pouvoir refroidir la pièce et tout ce qui
utilisé avec du lubrifiant. Et ce lubrifiant usé ensuite, est-ce qu'il est reparti dans la machine ou il repart en recyclage? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, le lubrifiant, nous le stockons dans des cuves que Pastno vient chercher aussi et qu'il recycle après. En parlant de lubrifiant, nous allons voir un reportage de Blazer, une société qui fabrique du lubrifiant. Manuel Lefrançois, je suis responsable des relations partenaires pour Blazer Swiss Lube France. J'ai 56 ans, j'ai une formation mécanique, j'ai fait un bac mécanique et un BTS à l'époque bureau d'études. Et ensuite une carrière professionnelle menée principalement, alors au départ dans l'éducation nationale, enseignant pendant 3 années en mécanique, et ensuite une activité donc plutôt orientée commerciale, fourniture industrielle, la machine-outil, l'usinage à travers une entreprise d'usinage, et aujourd'hui donc depuis 7 ans responsable des relations partenaires chez Blazer Swiss Lube. Alors Blazer France, c'est 18 personnes, nous faisons partie donc du groupe Blazer, c'est une entreprise familiale mais mondiale avec une quarantaine de filiales dans le monde et 600 personnes au total, dont 300 personnes au niveau de l'usine principale qui est en Suisse, qui comprend la fabrication mais également recherche et développement. En ce qui concerne la France, on représente à peu près un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros par an. Alors dans la composition des lubrifiants de coupe peut intervenir différents produits de base. En général, ce sont soit des bases minérales, donc issues de la pétrochimie, ou bien des bases végétales, issues notamment du colza, ou encore il existe des familles de produits semi-synthétiques et qui ne font pas appel à de l'huile, donc c'est principalement une composition d'eau et d'additifs. Oui, donc Blazer a une préoccupation majeure sur l'environnement et sur l'écologie depuis des dizaines d'années. On fabrique notamment des produits qui sont exempts complètement de biocides et de fongicides, afin notamment de respecter l'environnement humain, les opérateurs qui travaillent sur les machines. Nous avons également une limitation du pH de nos produits afin de limiter les effets sur les peintures des machines, sur les joints des machines, et des produits également avec des bases végétales qui évitent l'utilisation de bases minérales issues du pétrole. Oui, un des axes majeurs de l'amélioration, il faut savoir qu'aujourd'hui les produits après utilisation, quand ils sont périmés, sont détruits. Et aujourd'hui, il y a des axes d'amélioration sur le reconditionnement et sur la récupération en fait, des huiles usagées. Alors aujourd'hui, il est détruit. Par contre, des sociétés, j'ai rencontré notamment une start-up sur la région lyonnaise qui travaille sur un process permettant de reséparer les éléments et de reconditionner, de réutiliser les produits après leur utilisation. Alors aujourd'hui, nous avons au niveau de notre entreprise en Suisse une politique d'amélioration continue des process, notamment en termes de gain d'énergie sur la fabrication et de rationalisation des stockages, du stock, des quantités en stock pour améliorer l'empreinte écologique. On est dans une démarche globale d'entreprise et c'est une préoccupation majeure de l'entreprise Blazer. Merci. Pour continuer sur le recyclage des déchets, on va vous présenter un bref de Valentin et de Théo. J'ai vu un de mes profs et je lui ai demandé « On fait quoi pour le développement durable à l'atelier ?» Mon prof m'a dit « Demande à Patrice ». Je suis allé voir Patrice et il m'a dit « Vois ça avec Sophie ». Je suis allé voir Sophie et elle m'a dit « Ça c'est Miguel qui gère ». Je suis allé voir Miguel qui m'a dit « C'est chapeauté par Nicolas ». Je suis allé voir Nicolas qui m'a dit « Mais non, c'est Baptiste qui fait ça ». Je suis retourné voir mon prof qui m'a dit « Donc ça m'a saoulé, j'ai réfléchi, j'ai mangé, j'ai réfléchi. Je suis allé faire des plans, j'ai découpé des étiquettes, j'ai découpé des vignettes, j'ai récupéré la modélisation et j'ai sorti la maquette finale.
J'achète des poubelles. J'ai placé les poubelles dans l'atelier. Marron pour les cartons et absorbants. Jaune pour le plastique, bleu pour les papiers et chiffres, vert pour le métal. Bref, j'ai fait du développement durable. Merci Valentin et Théo. Dans le reportage précédent, nous avons pu voir différentes poubelles utilisées au sein du lycée. Toutes ces poubelles, où est-ce qu'elles vont à la suite du recyclage ? Bah écoute, ces poubelles, elles sont traitées comme partout ailleurs, si tu veux. On a vu Olivier à un moment dans le reportage, c'est lui qui gère toutes les poubelles, qui gère le tri, et puis après c'est récupéré par Veolia, c'est traité comme tout déchet, quoi. Très bien, et avez-vous une notion du prix du recyclage et est-ce viable économiquement ? Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est pas du tout la question à se poser, c'est une nécessité. Puisqu'on entend partout le réchauffement climatique, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, il ne faut pas se poser la notion de prix, il faut se dire que c'est l'urgence et qu'il faut faire comme ça, quoi. Très bien, merci Monsieur Dezolme. Pas de souci, merci beaucoup. Donc pour finir, nous allons voir la deuxième partie du reportage des abeilles. Il y a beaucoup de mortalité chez les ruches. Les apiculteurs souffrent énormément. Sans cet insecte pollinisateur, on se rend compte très rapidement qu'il y a des gros manques. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y en a qui essaient d'amener une touche artificielle sur la pollinisation due au fait que les abeilles disparaissent de plus en plus. D'où l'importance de les préserver, de les sauver. Le frelon asiatique nous tue 80% de nos ruches aujourd'hui. Je pense que ça va être une des luttes pour la préservation de l'abeille, sans oublier bien entendu la lutte contre les pesticides. L'homme moderne a mis en place l'agriculture intensive. Ça a développé des produits chimiques intenses et dévastateur pour ces colonies. La communauté européenne vient de statuer sur les néonicotinoïdes pour les annuler complètement cette fois-ci. Ce sont des pesticides très forts que les grosses industries agrochimiques utilisent, que les agriculteurs utilisent beaucoup en agriculture intensive pour éviter tout ce qui est parasites, etc. et améliorer leur rendement. Sauf que nos abeilles qui vont butiner toutes ces fleurs ne retrouvent plus leurs ruches, reviennent, sont complètement désorientées, etc. Et du coup, ça rentre plus du tout de miel, ça rentre plus de pollen, et du coup, on met les ruches en fragilité, et du coup, elles meurent. Pour les protéger, à mon sens, il y a deux fléaux, hein, le frelon asiatique. Va falloir trouver des solutions plus efficaces, je pense. Et la deuxième chose, sur tout ce qui est pesticides, plus la nature sera vierge de tout pesticide, plus les abeilles s'en sortiront facilement. Les spécialistes disent que le monde sans abeilles, le monde disparaît. Chacun sa réflexion. Donc si on peut sensibiliser le plus de gens possible à la nécessité d'avoir des abeilles autour de soi, eh bien on aura réussi notre pari. Nous remercions tous les élèves ainsi que les professeurs pour ce projet. Nous remercions également Cathy et Antoine de Culture et Nature. Nous remercions Céline qui nous a permis de vivre cette agréable aventure. Et évidemment, nous remercions également l'IFPRA qui a pu financer ce projet. Et le plus important, les ânes qui nous ont accompagnés tout le long. Merci.